Troisième partie, la 5G, évolution ou révolution? D'abord, qu'est-ce que c'est la 5G? La 5G, ce sont de nouvelles technologies radio. Alors, retenez bien qu'il y a bien deux parties dans un réseau mobile, une partie fixe et une partie mobile. Donc la partie mobile, hertzienne, purement hertzienne, les nouveautés, c'est ce qu'on appelle les antennes intelligentes. Je vais vous l'expliquer rapidement après. Et puis un nouveau système de multiplexage qui permet finalement d'alterner la voix montante et la voix descendante, ce qu'on ne faisait pas dans les générations précédentes. Enfin, en tout cas en France. Dans certains pays, en Asie notamment, ça se faisait déjà. Dans le cœur de réseau, et c'est ce que les pros 5G n'ont pas toujours très bien expliqué, en réalité, il y a d'autres technologies qui ne sont pas forcément des technologies 5G au sens de la normalisation, hein, mais qui sont des normalisations qui permettent de virtualiser les cœurs de réseau. Et on verra que ça se fait de façon concomitante avec le développement des technologies hertziennes. Il y a surtout donc deux nouvelles bandes de fréquences. Une qui est ce qu'on appelle finalement le cœur de la 5G, qui est en 3,6 GHz. Ce sont des fréquences qui ont été attribuées en octobre l'année dernière. Mais on verra que ce n'est pas les seuls qui sont utilisés pour la 5G, ce qui a créé une certaine confusion et qui crée encore une confusion aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est la 5G en France aujourd'hui. Il y a une autre bande aussi qui crée une confusion, c'est que dans les promoteurs de la 5G, un certain nombre d'applications, par exemple la voiture autonome, un certain nombre de choses comme ça, ou l'industrie automatisée, souvent ils ont considéré qu'ils ont anticipé le fait que ça se ferait sur des fréquences qu'on appelle millimétriques à 26 GHz, qui ne sont pas attribuées aujourd'hui. Donc en fait, on s'est projeté tout sur un avenir qui reste en devenir. On va voir, et c'est le but aujourd'hui, c'est de vous dire où on en est. Et voilà, est-ce qu'il y aura éventuellement demain, mais c'est sûr qu'on a fait un package au moment de la promotion de la 5G, on l'a survendue au sens où on l'a vendue comme si elle était déployée depuis 5 ans. C'est un peu ça. Alors, c'est quoi l'antenne intelligente? Le MIMO, déjà, c'est la possibilité de transmettre de l'information. Si vous vous souvenez un peu du premier schéma entre la source, la modulation et le récepteur, en fait, entre l'émetteur et le récepteur, on va avoir plusieurs voies de transmission. Alors, ça peut servir soit à faire de la diversité spatiale, par exemple, en réception, c'est-à-dire c'est la même information qu'on va envoyer deux fois, mais comme on va l'envoyer sur deux chemins différents, on a plus de chances de la recevoir. Ou bien on peut envoyer deux parties de l'information, c'est-à-dire la même information qu'on va dispatcher sur plusieurs antennes, et du coup, on va créer un flux qui va être plus élevé, et on va gagner en débit. Et en fait, ce que fait la 5G, c'est un peu les deux. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du massive MIMO, c'est-à-dire que là, on vous montre un modèle à 4 x 4, mais en réalité, donc, sur la 5G, on va être sur des MIMO qui vont dépasser les 100 antennes à peu près. Voilà, parce qu'on va mixer à la fois le fait qu'on va faire de la diversité de transmission et en même temps développer le débit. Voilà. Après, il y a le beamforming. Donc ça, c'est l'idée qu'on peut, d'une façon assez simple, dans les réseaux précédents, on met une antenne et puis on a une propagation qui se fait tout autour de l'antenne. Alors, c'est partiellement vrai parce que, en fait, les antennes, depuis la 3G à peu près, et même la fin de la 2G, sont tridirectionnelles. En général, quand vous voyez les antennes, il y en a 3. Donc, il y a 3 directions. Mais en fait, si vous prenez une de ces directions, ça rayonne tout autour. Là, l'idée, c'est d'essayer de transmettre l'information directement, le plus directement possible sur la personne avec qui on veut communiquer, et pas tout autour. Donc là, vous avez des gens qui ne communiquent pas,
Et donc, ces gens-là, eux, ils vont pas être exposés aux émissions. Et là, toute l'énergie va être orientée vers ceux qui sont en train de communiquer. Voilà le concept de ce qu'on appelle le beamforming. Bon, je vous passe l'aspect très technique si certains veulent comprendre comment ça fonctionne. Mais en tout cas, le résultat, c'est ça, c'est d'avoir un signal qui est assez formé et qui va un petit peu comme un… voilà, qui va aller directement sur la personne qui est en communication. Donc, MIMO, beamforming, ça c'est pour la partie hertzienne. Pour la partie cœur de réseau, et ça a été très peu expliqué dans les médias, on commence à se savoir maintenant, mais c'est assez récent, c'est qu'en fait, on a rajouté à la 5G, enfin, un des objectifs de la 5G, on va parler des usages après, un des objectifs, c'est de faire, par exemple, de l'Internet des objets, de faire des véhicules intelligents, de faire un ensemble d'applications qui posent des problèmes particuliers, soit de sécurité, soit de ce qu'on appelle de latence, c'est-à-dire qu'il faut que la transmission soit très rapide. Et il ne faut pas croire que la 5G, par miracle, ferait des transmissions plus rapides. En fait, pour avoir des transmissions plus rapides, il faut faire aussi en même temps du edge computing. Donc ça, c'est un concept qui se développe. C'est-à-dire faire plutôt que… Parce que si vous remontez votre information jusqu'à un data center qui se trouve aux États-Unis et que l'information revient, même si vous avez un très bon réseau hertzien, vous avez peu de chances d'avoir des temps de transmission satisfaisants quand vous voulez très, très rapide. Et donc, il faut que le cloud et le data center se rapprochent de l'utilisateur. Donc, ce qu'on appelle le edge computing, c'est-à-dire qu'on va faire des mini-clouds et de plus en plus proches de l'usager pour qu'on arrive à avoir des transmissions rapides. Voilà. L'autre intérêt, c'est de virtualiser le cœur de réseau parce que ça va permettre de faire ce qu'on appelle du slicing, c'est-à-dire qu'on va designer la transmission avec des caractéristiques en termes, par exemple, de sécurité, justement de latence ou un certain nombre de caractéristiques qu'on va fixer et qui ne sont pas les mêmes. Et donc, on va verticaliser des ressources différemment selon les besoins des différents usages. Voilà, vous verrez ça dans les usages tout à l'heure. On pourra faire le parallèle entre les deux. Mais l'idée, c'est d'adresser des usages qui sont tellement différents que si on veut les faire sur le même réseau, il faut en fait virtualiser comme si on avait plusieurs réseaux, même s'ils partagent certaines ressources. C'est ça le concept de virtualisation, de slicing en tout cas. Donc voilà. Mais ce n'est pas complètement propre à la 5G. Alors c'est vrai que c'est accéléré par la 5G. C'est vrai que la 5G est un moteur de motivation pour faire cette virtualisation de cœur de réseau, mais il faut comprendre que dans la démarche des télécoms, de toute façon, c'est une démarche qui était déjà engagée et qui n'est pas absolument propre à la 5G. Bon, d'une certaine façon, pour le hertzien, c'est un peu pareil. Je suis passé rapidement, mais il faut savoir que dans les dernières versions de Wi-Fi, par exemple le Wi-Fi 6, il y a du MIMO, il y a un certain nombre de choses. Ce n'est pas forcément du massif MIMO, mais la technologie n'est pas exclusive de la 5G. Alors, là, c'est un des points sur lesquels on peut s'arrêter un peu, parce que c'est là où tout se complique. Parce que comme je vous ai dit, en fait, l'année dernière, quand il y a eu la polémique et les débats, en fait, on vous a vendu la totalité, en disant, voilà, c'est formidable, c'est indispensable, etc. Et le problème, c'est qu'on ne vous a pas expliqué qu'il y avait un calendrier. Alors, le calendrier, il n'est pas si rapide que ça. Donc, en fait, là, nous, on en est au tout début. Et en fait, les versions qui vont être les plus performantes vont arriver après, notamment avec justement ces cœurs de réseau qui vont être plus performants. Donc, en ce moment, on est en train de déployer la partie hertzienne, encore pas partout. Mais si, comme je vous disais, si on n'a pas un cœur de réseau performant, on va pas avoir des services très performants. Donc, sachez que pour l'instant, je ne sais plus si y a un slide après, mais sachez que pour l'instant, tous les réseaux français, et je pense à peu près partout dans le monde,
peut-être que Philippe qui est en ligne en fin de réunion pourra nous le dire, mais ils sont dits NSA, c'est-à-dire non-standalone, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas fonctionner s'ils ne se raccrochent pas à un réseau 4G préexistant. En tout cas, à la fois en termes de cœur de réseau et même en termes de signalisation. Vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, et ça, c'est le pur player 5G, mais qui est en devenir et qui n'est pas encore là. Alors oui, je vous parlais de… Oui, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, d'ailleurs, j'aurais dû le mettre avant. Je vous parlais des mini-clouds et des multi-clouds. Voilà, les grandes manœuvres sont lancées. Ceux qui pensent aussi… C'est là où c'est intéressant de comprendre que… Parce que la 5G, pour nous, c'est Orange, c'est Bouygues, etc. Vous voyez que là, vous avez des acteurs qui s'appellent Amazon, qui s'appellent Google, qui s'appellent Microsoft, qui sont en train de dire, mais la 5G, c'est nous aussi. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, si on veut faire quelque chose de performant, si on veut réussir cette fameuse 5G révolution et non pas évolution, la 5G révolution, elle passe par le edge computing, elle passe par des accords qui vont être passés, qui sont passés actuellement entre les opérateurs télécoms d'un côté, qui ne peuvent pas qui ne sont pas forcément suffisamment spécialisés et performants pour faire du edge computing. Et donc, voilà, vous avez une matrice qui est vraiment intéressante, qui vous montre que l'avenir de la 5G totale, intégrale, révolutionnaire, elle passe par ce genre d'accords et de partenariats. Et les accords sont toujours, c'est très dynamique. Hein. C'est intéressant de voir d'ailleurs que, pour ceux qui l'ignorent peut-être, mais Amazon n'est pas qu'un vendeur de livres. Hein. Amazon, c'est le numéro 1 du cloud dans le monde entier. Il faut reconnaître que Jeff Bezos là, a été absolument génial en lançant, c'est lui qui a lancé le concept de cloud en vérité, et il a pris une grosse part de marché. Et il gagne beaucoup d'argent avec, plus qu'avec le commerce en ligne, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Alors, oui, je vous disais, aujourd'hui, on est dans un cas de figure particulier. Ça aussi, c'est très peu expliqué. Très peu de gens, vous verrez très peu d'articles d'information là-dessus. Et pourtant, c'est une vérité, en fait. Aujourd'hui, la 5G est déployée sur des réseaux 4G préexistants, sur des sites radio préexistants. Et pour accrocher la 5G, il faut, comme je vous disais, il faut qu'il y ait une signalisation qui soit portée par la 4G. Et donc, si votre couverture 4G est plus faible que la couverture 5G, en fait, on va accrocher, avec un mobile 5G, on va accrocher le relais. Le mobile va s'afficher en 5G, mais en réalité, comme vous n'êtes pas sous la couverture 5G, en réalité, vous allez rester en 4G. Bon, c'est un petit piège qui peut arriver. Donc, retenez ça simplement. Ce n'est pas parce que le 5G s'affiche sur votre mobile 5G, si vous en avez un, que nécessairement vous êtes en technologie 5G. Voilà. Donc, c'est le message que je voulais vous passer ici. Donc, parce qu'on est dans des technologies non-standalone et ça ne peut pas marcher si vous n'avez pas de réseau 4G à côté. Et le cœur de réseau 4G notamment. Alors, il y a je vérifie qu'on est dans nos temps. Bon, oui, ça va, Michel. On a des licences qui ont été attribuées donc, en novembre, je disais octobre, enfin c'est bientôt, novembre 2020, pour 15 ans. Alors, ce sont des fréquences 3,4, 3,8, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, parce qu'en fait, les opérateurs ne se sont pas contentés de ces fréquences-là, je vous expliquerai pourquoi. Et en fait, ils utilisent aussi des fréquences qu'ils avaient déjà, soit en 700 mégas, soit en 3 gigas, en 2 gigas, dans les 2 gigas, en tout cas dans les bandes attribuées pour la 3G. Ça m'échappe là tout de suite, mais on y reviendra. Ça s'est passé par des enchères. Alors, le problème des enchères, c'est que c'est bien d'un point de vue citoyen, parce que les fréquences, c'est un bien commun, c'est bien que
c'est bien que les gens qui vont en faire un usage commercial, finalement, payent pour l'utiliser, parce que c'est une ressource commune. Bon, en revanche, le seul défaut de ça, c'est que du coup, on se dit, si tout le monde voulait absolument que la 5G soit déployée en France, c'est peut-être parce qu'on voulait mettre un peu d'argent dans les caisses de l'État. Bon, je vous laisse vous faire votre avis là-dessus, mais ce n'est pas anormal qu'on fasse payer les fréquences, en tout cas, pour des usages commerciaux. Alors, il y a une obligation qui est associée aux licences qui sont accordées, c'est de réaliser 3000 sites d'ici à la fin 2022 pour chaque opérateur, 8000 sites voilà, en 2024 et 10 000 en 2025. Bon, vous avez vu tout à l'heure que ça ne suffira pas pour faire la couverture du territoire. Il faudra se reposer des questions quand même. Il y a des obligations de débit, 100 mégabits par seconde par bloc de 10 mégabits, de 10 MHz. En fait, plus le spectre attribué est large et plus on a de chances de faire du débit rapide. Pour faire les choses simplement, c'est pour ça qu'il y a une référence à ce qui est attribué. Et puis des niveaux de latence, le délai de transmission, de traversée du réseau, qui doit être inférieur à 5 millisecondes, en tout cas pour les premiers réseaux. Alors, tous les opérateurs ont été servis. Au départ, Orange et Free ont demandé à être servis avec des fréquences proches parce qu'ils pensaient passer un accord de partenariat. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Voilà, mais en tout cas, vous voyez que tout le monde a été servi à peu près correctement. Voilà, mais comme je vous le disais, on le voit ici, là. Je ne sais pas si je l'ai ici, voilà. C'est le point important, je crois que j'y reviens juste après, c'est qu'en fait, les opérateurs ont également, je retrouve ma fréquence, ont déployé aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure, des réseaux en 700 MHz et des réseaux en 2100 MHz, donc sur des fréquences qu'ils avaient déjà, qui n'étaient pas des fréquences faites pour faire de la 5G, mais eux font de la 5G dessus, ce n'est pas interdit, et ça crée de la confusion. Ça crée de la confusion parce que c'est de la petite 5G, très minimale. Alors déjà, la 5G, je vous ai expliqué que c'était une 5G non-standalone qui est déjà minimale par rapport à la 5G idéale. Mais là, on est sur du minimal de minimal, c'est-à-dire qu'on est sur de la bonne 4G, on va dire, pas beaucoup plus. Voilà. Alors, oui, ça, c'est un point sur lequel aussi je voulais m'arrêter un petit peu aujourd'hui avec vous, où on en est. Donc, comme je vous ai dit, les opérateurs, ils sont autorisés à déployer sur l'une des 3 bandes de fréquences possibles. Donc, Orange, lui, a pris le choix de développer principalement de la 5G en 3 giga 5, notamment dans les grandes villes, considérant que son réseau 4G était déjà très performant et que c'était suffisant. SFR, mais néanmoins, il y a quelques réseaux, vous voyez, il y a des réseaux en 2 giga 100 chez Orange. SFR a déployé un peu pareil un petit peu pareil, mais ils ont déployé un petit peu moins de 3.5, donc sur les nouvelles licences, mais un peu plus sur leurs licences existantes. Bouygues a ce schéma de déploiement. Ça, c'est la totalité des sites au mois de septembre, si je l'ai mis. Donc ça, ce sont des données officielles, ce ne sont pas les données des opérateurs, ce sont les données qui sont fournies par l'Agence nationale des fréquences. Pourquoi ? Parce que chaque opérateur qui installe un relais doit en faire la demande, l'autorisation auprès de cette agence qui est spécialisée là-dessus, qui attribue, qui autorise à mettre une antenne à tel ou tel endroit, sachant qu'ils ont la connaissance pour savoir si éventuellement ça risque de brouiller un émetteur qui serait déjà sur place, donc, par exemple. Mais enfin, voilà, il y a une réglementation qui n'est pas faite par l'ARCEP, contrairement à ce qu'on pourrait croire pour certains d'entre nous. C'est une autre agence indépendante qui s'appelle l'Agence nationale des fréquences. C'est elle
qui est chargé de dire oui, vous pouvez vous installer sur cet endroit-là, oui, vous pouvez ouvrir, pas commercialement, mais vous pouvez émettre à partir de ce site-là. Donc voilà le schéma aujourd'hui. Au total, 46 000 systèmes 5G ont été déployés. Donc là, il y a un cumul, hein, ce n'est pas le nombre de relais sur le terrain, puisque comme je vous dis, c'est partagé. La plupart, je crois que je l'ai mis... Voilà, aujourd'hui, il n'y a que 3 sites qui n'hébergent que de la 5G. Dont un, je crois, on nous a dit ça à Saintes, pour c'est Free qui a déployé juste une antenne en ville à Saintes, par exemple. Mais la plupart du temps, ce sont des réseaux qui sont partagés sur le même château d'eau, pylône, etc. Alors, ah oui, j'étais trop vite. Oui, j'étais vraiment très vite là. La question qui se pose et qui s'est posée au moment de l'introduction de la 5G, c'est est-ce que c'est plus dangereux, j'allais dire, en termes d'exposition ou pas? Franchement, ce n'est pas ce soir que je vous donnerai la réponse, vous allez voir pourquoi. C'est parce qu'en fait, on n'a juste pas les retours d'expérience suffisants. Mais ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'effectivement, il y a des faits nouveaux. Alors, le fait de faire du beamforming, donc de former le signal, ça a 2 conséquences. C'est qu'il y a moins d'exposition hors faisceau, c'est-à-dire si moi je ne communique pas et que Michel communique, quelqu'un d'autre communique, normalement, je vais être moins exposé que si finalement la transmission était faite de façon moins précise. En revanche, celui qui communique, lui, est supposé recevoir un signal un peu plus fort. Donc on verra à l'arrivée ce que ça donne. Les bandes de fréquences sont plus larges. Donc c'est ce que je disais, une exposition plus grande dans le faisceau. La durée d'exposition est plus faible. Alors c'est dû à 2 choses. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à usage constant, on va dire équivalent, évidemment, la durée d'exposition est plus faible puisque les transmissions sont plus rapides, donc normalement, on est exposé moins longtemps pendant la durée de la transmission. Et aussi parce que les bandes de fréquences sont un peu plus larges, et donc normalement, on est moins exposé. Le fait qu'on utilise donc cette transmission alternée entre l'émission et la réception fait aussi que voilà, quand c'est soi-même qui va émettre, quand on va émettre avec son smartphone, on va être exposé, mais en termes de DAS, en termes d'exposition par rapport à son smartphone. Et puis, quand on va recevoir le message, on va être exposé par rapport à l'antenne. Bon, sachant que dans la 4G, 3G, 2G, en fait, c'est en permanence, l'émetteur va communiquer, et il y a une voie descendante et une voie montante sur 2 fréquences différentes, et donc on a une exposition qui est un peu différente. Donc ça, c'est pour vous dire qu'en fait, ce qu'on savait faire en termes de mesure, c'est ça la question, ce que vous retenez ça, c'est qu'en termes de mesure, comment je sais que je suis exposé à quel niveau? Ce qu'on savait très bien faire en 2G, 3G, 4G, aujourd'hui, on ne sait pas trop bien le faire, parce qu'on ne sait pas, la mesure va être différente, la façon de mesurer va être différente. C'est pour ça que, je crois que je l'ai mis après, l'ANFR, donc toujours elle, cette agence va partir en campagne avec l'idée suivante, c'est de faire une mesure avant. Comme je vous ai dit, les sites 5G, ce sont les mêmes que la plupart du temps que les sites précédents. Donc, c'est de faire une photographie de l'exposition avant l'ouverture et l'émission en 5G. Et puis une mesure après, une fois que les réseaux sont activés. Et même de faire plusieurs mesures, parce que l'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que, on pourra en dire un mot avant la fin, c'est que le succès commercial est assez faible. De toute façon, même si le succès commercial a été meilleur, voilà, il faut du temps pour que les gens achètent des mobiles 5G et commencent à communiquer.
Et donc, sous un même relais, vous avez peu de personnes qui communiquent. Et parfois même pas du tout. Et donc, faire une mesure d'exposition au champ quand personne ne communique, c'est compliqué à faire. Et ce n'est pas très significatif, en fait. Parce que plus les gens vont communiquer, et plus on aura du rayonnement à partir du relais. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire en 3 phases, mesure avant, une première série de mesures à plus 8 mois, donc ils sont en train d'en faire actuellement. Et puis, d'ici à la fin de cette année, une troisième série de mesures. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on saura à peu près c'est quoi l'impact de l'ouverture des réseaux 5G sur les relais et en quoi ça augmente et en quelle proportion ça augmente l'émission. Parce que la seule chose qui est à peu près sûre qu'on peut dire, c'est que sur un même site, dès lors qu'on va rajouter une émission, puisque les autres émissions ne sont pas arrêtées, sauf à débrancher la 2G, par exemple, parce que personne, qui va être compliqué parce qu'il y a encore pas mal d'usages, pas tellement pour le vocal, mais pour les petits objets. Ce qu'on est sûr, c'est que ça va forcément augmenter un peu, puisqu'on rajoute un émetteur. Donc, la question, c'est en quelle proportion ça augmente. Alors, quelques mots avant de passer aux usages, tels qu'ils ont été imaginés en tout cas. Bon, l'historique est le suivant. En fait, en 2015, donc c'est une affaire qui remonte à 2015, c'est bon, je termine après. L'UIT, donc l'Union internationale des télécoms, a fixé des objectifs. Voilà la déclaration de l'UIT de l'époque. L'intention est de centrer la possibilité sur créer une société connectée, connectée en continu, à l'horizon 2020, donc on y est, une société dans laquelle les personnes, aussi bien que les objets, les données, les applications et systèmes de transport, donc là on pense aux véhicules autonomes, les villes, seront regroupées au sein d'un environnement placé sous le signe des communications intelligentes en réseau. Et en fait, ce message, il est tellement générique que effectivement, on s'est dit, la 5G, elle saura tout faire. Et c'est pour ça que les ingénieurs, alors après, la main est passée à un groupe de normalisation qu'on appelle le 3GPP, qui est mondial et qui est en charge de spécifier techniquement. Et c'est pour ça que la solution qui a été trouvée à ce moment-là, c'est de dire, on ne va pas y arriver facilement si on n'invente pas ce système de slicing, c'est-à-dire de découpage du réseau en application verticale, parce que faire un réseau qui à la fois fonctionne pour les usines 4.0, pour la voiture autonome et pour faire de la réalité augmentée, c'est compliqué si toute la chaîne, de bout en bout, de l'application jusqu'au terminal, n'est pas optimisée. C'est ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif, c'est d'optimiser. Et encore une fois, on ne sait pas optimiser si on ne s'intéresse qu'aux liens hertziens. Il faut vraiment tout optimiser. Et donc, les ingénieurs sont à peu près parvenus à le faire. C'est un vaste programme. Très franchement, de nos jours, alors le temps passe très vite, il n'y a pas un mot sur l'ambition de réduction, d'impact écologique, d'impact sur la planète. Je pense que si on faisait, alors j'espère que sur la 6G, ça sera le cas, il n'y a pas d'objectif de fixer en disant on va faire une nouvelle norme qui sera moins polluante en termes de consommation, par exemple. Et du coup, on est parti là-dessus, donc 2015. Et c'est vrai qu'en arrivée en 2020, on leur dit mais alors c'est quoi l'impact environnemental? Et là, tout le monde s'est mis à tousser et bien sûr, les ingénieurs travaillent là-dessus de façon assez active. Et finalement, on est en train d'agréger sur la 5G un certain nombre de dispositions qui permettraient de consommer moins. Mais voilà, on espère, nous, qu'à l'avenir, ça sera au moins un objectif à fixer dès qu'on fait une nouvelle norme, qui ait au moins cet objectif. Bon, là, aujourd'hui, on court un peu après. Alors, du coup, on a découpé, alors je passais de slicing, ça veut dire qu'on va avoir 3 univers. Un univers qu'on appelle dans le jargon du métier le MBB, c'est-à-dire en fait
dédié aux larges bandes et à la transmission très haut débit. Alors, ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire de la réalité augmentée, notamment faire un certain nombre d'applications grand public, des jeux en ligne hyper massifs et très réalistes. Donc là, c'est pour atteindre des débits qui peuvent être de l'ordre du gigabit par seconde. Alors encore une fois, on n'y est pas aujourd'hui, hein, mais c'est un des objectifs. Ensuite, vous avez un univers qui est l'univers des petits objets communicants, mais qui sont très nombreux. On commence à en parler en domotique, hein, je vérifie que mes fenêtres sont ouvertes, fermées, la température de la pièce, etc. Ce n'est pas beaucoup de données, c'est quelques données, parfois c'est même quelques données par jour, pas forcément très fréquentes, mais par contre, il peut y en avoir des milliers et en fait, certains gourous entre guillemets du domaine estiment qu'il y aurait des milliards d'objets qui seraient communicants assez rapidement. Donc voilà, ça c'est un univers à adresser. Pour l'agriculture aussi, pour oui. Plus chaque animal. Oui, c'est ça, c'est souvent des consommations qui sont faibles, c'est des données qui sont pas forcément très volumineuses. Mais on peut avoir les deux. Par exemple, une ferme, c'est intéressant parce qu'une ferme, ça peut être cet univers-là, mais à un moment donné, ça pourrait être celui-là. C'est-à-dire, je peux faire de la vidéo d'une étable et puis faire du traitement d'image pour dire tiens, il y a un comportement anormal d'un animal. Enfin, voilà, on peut être. Voilà, donc c'est vrai que tous les métiers sont concernés. Alors, la remarque de Michel est intéressante, c'est que une des grandes nouveautés quand même de la 5G, c'est d'avoir voulu adresser dès le début le grand public et les entreprises. Et quand la polémique est arrivée sur le marché, au début, début 2020, en fait, assez vite, il y a eu un moment où les anti-5G, finalement, se sont saisis du sujet grand public. Hein. Et peut-être certains d'entre vous se souviennent de la formule d'Éric Piolle, hein, qui était bien connu maintenant, en tout cas en tant que maire de Grenoble et candidat, enfin candidat à la primaire, et qui avait dit, bon, la 5G, c'est pour regarder des films porno dans les ascenseurs. Et donc, assez vite, en fait, on a dit, non, mais bon, bien sûr qu'il y a des usages grand public, mais il y a des usages entreprises. Et assez vite, le discours a été, oui, mais c'est pour l'industrie du futur, c'est pour la voiture autonome, etc. Et ça, c'est nouveau. Et ça pose différents problèmes. J'en avais discuté un petit peu entre nous au sein de la FUT et avec Gilles Hénin, qui doit être en ligne aussi. C'est que du coup, en termes de business model pour les opérateurs, c'est assez compliqué. Ce n'est pas pareil de vendre un forfait grand public ou de vendre une puce à Renault qui va la mettre dans sa voiture, qui va revendre le service et de faire du B2B2C. C'est assez différent, mais c'est un des objectifs qui est fixé. Voilà. Et alors ici, vous avez un autre univers, justement, qui est l'univers des très fiables. Hein. On veut des liaisons très rapides et très fiables. C'est pas simple. Et du coup, il faut verticaliser, pareil, le réseau pour qu'il soit suffisamment performant. Encore une fois, on n'y est pas. Et encore une fois, la 5G n'est pas l'alpha et l'oméga de la voiture autonome. Et la preuve, c'est que Google fait tourner des voitures et a fait déjà des millions de kilomètres sans la 5G. Donc, ce n'est pas nous laisser croire que s'il n'y avait pas la 5G, on ne pourrait pas faire de voiture autonome. Voilà, alors le slicing, c'est ça, hein, c'est en fait un certain nombre de services, je ne peux pas me mettre devant, mais un certain nombre de services qui sont en ligne. Alors, encore une fois, en ligne, à distance, assez historique, mais de plus en plus en edge computing, c'est de plus en plus proche de l'utilisateur. Et puis de l'autre, vous avez les trois types de services qui vont être servis, et il faut que ce soit de bout en bout, performant de bout en bout. La voiture autonome, c'est quoi? C'est des transmissions de voiture à voiture, des transmissions dites de voiture à infrastructure, pour avoir la connaissance si le feu
est au rouge ou va passer au rouge. Et puis, c'est de la communication avec avec le réseau, évidemment, notamment là plutôt pour des choses plus classiques d'Internet embarqué, on va dire. Et puis, parce qu'en fait, quand vous avez une voiture autonome, ce qui est formidable, c'est que du coup, ça devient un espace de loisir. C'est-à-dire que, parce que, voilà, moi, j'ai travaillé un peu dans les transports publics. En fait, les gens disaient, ouais, la voiture, c'est bien, mais d'abord, ça peut être plus compliqué, mais surtout, dans le métro, je peux lire. Et demain, on pourra lire dans sa voiture. Donc, je ne sais pas si on aura autant de clients sur le métro à ce moment-là. Mais bon, bref, ça a des problèmes de modèle économique. Mais en tout cas, il y a ça. Et puis, il y a la possibilité de communiquer avec, bien sûr, de communiquer avec les obstacles, enfin, de repérer les obstacles. Je suis là. Non. Je ne sais plus comment on le récupère. Heureusement qu'on arrive sur la fin. Pourquoi je ne peux pas le récupérer? Je vais peut-être avoir une petite assistance. Voilà. Je crois que j'étais sur la voiture autonome. On va 34 peut-être. Ouais. Voilà. Bon. Ouais. Voilà. Voilà, et donc effectivement, il faut savoir s'il y a un vélo, un piéton, etc. On sait bien qu'à l'arrivée, si tout ça marche bien, ça marchera mieux que quand c'est un pilote humain, parce que les erreurs seront évitées. En tout cas, on peut... L'avantage de faire de la transmission, là, c'est que si le piéton il est au coin de la rue, et que moi j'arrive avec ma voiture, aujourd'hui, en pilote humain, je ne sais pas qu'il arrive. Tandis que demain, la voiture, elle saura qu'il y a un piéton qui arrive au coin de la rue. Donc, il peut anticiper un certain nombre de choses. Bon, à l'inverse, évidemment, il peut y avoir des bugs, des pannes, et c'est pour ça que ça nous ramène à la question de ce domaine UR2LC qui doit être hyper fiable, évidemment. Sinon, on va avoir des soucis. Voilà, écoutez, je termine juste un mot, je ne sais plus ce que j'ai mis d'autre sur... oui, alors, on nous a beaucoup vendu la 5G, et puis maintenant, on nous parle déjà de la 6G. Donc, à la question évolution ou révolution, si je suis sur ce slide-là, on va terminer là-dessus. J'ai quoi? J'ai un petit... On va terminer là-dessus. Pour résumer, en fait, évolution ou révolution, quand on voit ça, on a envie de dire évolution, puisqu'il y a déjà la 6G qui est prévue, et il y en avait une 4 avant. Si on regarde le schéma que je pourrais remontrer sur le beamforming, sur le Massive MIMO, oui, c'est une révolution dans le monde de l'hertzien. Très franchement, pour avoir travaillé beaucoup dans ce domaine, c'est une prouesse technologique de faire ce Massive MIMO sur les antennes, d'arriver de façon logicielle à diriger les faisceaux dans la direction souhaitée. Ça n'a rien de naturel. Ceux qui connaissent les radiocommunications et le fonctionnement traditionnel analogique sur antenne, tout ce qu'on savait faire, c'était des antennes directives, donc les antennes Yagi, des antennes qui vont être assez directives. Mais après, s'il faut la déplacer, il fallait mettre un moteur pour la déplacer. Là, en fait, il n'y a pas de moteur. Il y a un système complètement, un algorithme qui permet de tordre le faisceau, en fait, en jouant sur les phases. Enfin bon, c'est assez subtil. Et c'est une prouesse technologique de ce point de vue. Oui, il y a une forme de révolution. Est-ce que c'est une révolution aujourd'hui? Clairement non. Aujourd'hui, les réseaux 5G qui sont déployés sont du niveau des réseaux 4G+, et pas beaucoup mieux. À la question du coup, est-ce que ça vaut le coup de prendre un abonnement 5G, de m'équiper? La réponse est la suivante, c'est premièrement, alors je ne vous ai pas montré les cartes de couverture si on a le temps, dans le débat, on essaierait de voir si on peut cliquer sur le lien pour aller sur Carte Radio, mais vous verrez que, bon, évidemment, il n'y a pas de la 5G partout, loin de là. Comme je vous ai dit, là où il y a de la 5G, ce n'est pas parce que ça s'affiche sur le mobile que vous êtes en 5G, pas toujours. Donc, si vous voulez passer à la 5G, d'abord,
il faut que votre, j'allais dire, finalement, le besoin s'en fasse sentir. À titre personnel, moi, j'avais la possibilité de changer de mobile. Donc, quitte à changer de mobile, autant changer pour prendre un abonnement 5G. Et puis, j'étais sur Paris, donc c'était, voilà, même sur Clichy, enfin, il y avait des endroits où ça marchait. Donc, vérifier la couverture, bien sûr, sinon, ce n'est pas la peine d'acheter un mobile dont on ne pourra pas se servir en 5G. Voilà, et puis, alors, même si vous êtes en 5G, si c'est la 5G free, je vais être clair et je préfère mettre les noms, mais nos amis de famille rurale le savent bien. Oui, ce n'est pas inintéressant, mais la 5G en 700 MHz, telle que je vous l'ai montré, c'est vraiment une 5G minimale de chez Minimal. C'est-à-dire non seulement elle est non-standalone, mais en plus, par rapport à sa concurrence, sa concurrente qui est en 3 gigas, clairement, elle est un peu moins performante. Donc, en fait, en gros, ça permet à Free de rattraper son retard. Alors oui, il a la plus grande couverture 5G aujourd'hui, mais c'est de la 5G qui vaut de la 4G+, on va dire, pas la 4G+. Et d'ailleurs, l'ARCEP ne s'est pas trompé, parce qu'en fait, si vous allez, je vous ai donné un lien sur l'Observatoire de la 5G, vous verrez qu'ils publient des cartos où en fait, ils n'étaient pas très à l'aise avec cette affaire parce qu'ils n'ont pas voulu interdire le terme 5G commercialement, parce qu'on aurait pu dire, bah, ce n'est pas vraiment de la 5G, donc on vous interdit d'utiliser le SIG 5G, sauf que ce n'était pas possible juridiquement. C'est quand même un petit bout de 5G. Et donc, ils ont autorisé ça, mais ils ont bien compris que dans l'esprit du consommateur, ça pouvait devenir une confusion. Et donc, ils publient des cartes avec des niveaux de performance en débit, au-dessus de 30 mégabits, je crois, 30 ou 40, je ne sais plus. Et en fait, du coup, ils agrègent des cartographies qui sont à la fois 4G, plus et 5G. Et ce qui permet de rééquilibrer la concurrence, parce qu'ils ont le souci d'être neutre en termes de concurrence, et de montrer que finalement, si on est abonné Orange, même en zone rurale avec une bonne 4G, ça vaut une 5G free à 700 mégas. Donc voilà, donc est-ce que ça vaut le coup le marché a répondu en quelque sorte, quand même, puisque aujourd'hui, le succès commercial est assez faible. Alors, c'est un peu normal, ce que je disais, puisqu'il faut le temps de changer de mobile, il faut le temps que la couverture soit faite, que les gens ont bien compris que s'ils ne sont pas sous la couverture, enfin, la plupart des gens ont compris que s'ils ne sont pas sous la couverture, ça ne vaut pas le coup. Donc, forcément, c'est un peu long. Moi, j'en ai discuté avec les opérateurs mobiles eux-mêmes, et c'est très amusant, un an après, d'entendre le discours. Je vais terminer là-dessus, et puis on pourra échanger. C'est très amusant d'entendre leur discours aujourd'hui parce qu'en fait, on leur dit, mais alors, vous en êtes où? Vous vendez votre 5G? Non, oui, bon, on verra, on vous donnera peut-être des chiffres à la fin de l'année, etc. Mais de toute façon, alors c'est très amusant, et ils ont répondu, de toute façon, nous, on veut pas forcer les gens à changer, nous, on est des gens responsables pour l'écologie, c'est pas bien, on ne va pas forcer les gens à changer de mobile, donc quand ils auront à changer de mobile, on leur proposera de la 5G, ils prendront de la 5G, et nous, on est prêts à les accueillir sur la 5G. Donc le discours a complètement changé. Mais il faut aussi reconnaître que la polémique a quand même été très violente, avec des stations relais qui ont été démontées ou brûlées. Enfin, il y a eu un moment de forte tension. Aujourd'hui, c'est un peu derrière eux. Donc, ils ont changé un peu de discours qui était vraiment de vendre absolument la 5G. Et puis maintenant, on est plus… Alors, du coup, réponse quoi? C'est là, on est dans le schéma évolution et non plus révolution. Donc, un peu des deux. Ma conclusion, c'est que c'est un peu des deux. D'un point de vue technique, pour un ingénieur en transmission radio, oui, c'est assez bluffant ce qu'ils ont réussi à faire sur le segment hertzien. Pour le reste, ils auront une grosse bataille à faire avec les géants vous avez vu, avec les géants du cloud, qui vont mettre un nez dans l'affaire. Et là, il y a des business models à imaginer.